Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième session d'Expérience Day Online avec un sujet qui intéresse beaucoup de monde sur cette fin d'année et pour l'année prochaine, c'est comment générer plus de leads sans agrandir son équipe. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui deux personnes que j'apprécie beaucoup. Carla, du coup, qui est consultante CRM chez Id Agency, avec qui je travaille tous les jours maintenant depuis 3 ans. Salut Carla. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir témoigner un petit peu sur ce sujet-là. Et puis Sébastien de chez HubSpot. Salut Sébastien. Bonjour Alexandre. Je suis super content aussi que tu sois là. On a l'occasion aussi de travailler régulièrement ensemble avec, en tout cas toi, avec les équipes d'Agency. Et c'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. On ne va pas parler uniquement de workflow aujourd'hui. On va essayer de donner une espèce de feuille de route un petit peu pour essayer de construire cette machine de gestion et de génération de leads et d'automatisation. L'idée, c'est de voir un petit peu quels sont les prérequis. C'est ce qu'on verra avec Carla notamment. C'est pourquoi et comment on peut mettre en place en fait des automatisations qui vont avoir du sens. Et puis avec toi, Sébastien, ce qui est intéressant, donc tu es Solution Engineer chez HubSpot. Tu vois tous les jours des cas très complexes, mais aussi parfois des choses très intéressantes à traiter avec des entreprises. Et donc, comment on peut, de cette stratégie, le traduire concrètement dans la plateforme HubSpot avec une petite démo en fin de session. Parfait. Donc, on va essayer d'avancer assez rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat à droite. Il est là pour ça. On sera ravis d'y répondre, soit en live si la question, on peut le faire tout de suite, soit juste après la démonstration de Sébastien. On a 30 minutes ensemble. Donc, on va essayer d'accélérer, d'avancer. Mais n'hésitez pas en tout cas à nous poser toutes vos questions. Rapidement, pour vous présenter Id Agency, pour ceux qui n'étaient pas là sur la première table ronde de IA, notre métier à nous, c'est d'être un intégrateur HubSpot et IA. Donc, on aide les entreprises tous les jours à se transformer avec aujourd'hui cette volonté de les transformer en entreprises augmentées avec une croissance qui est beaucoup plus durable et en plaçant surtout HubSpot au cœur de leur système d'information. Ça fait maintenant 10 ans qu'on existe et puis on est basé à Lyon. Avec Carla, on bosse depuis Lyon. On est à peu près 25 collaborateurs aujourd'hui et on a eu la chance d'accompagner à peu près 300 entreprises ces dernières années sur tous ces sujets-là et notamment évidemment sur les sujets de marketing automation. Donc voilà, comme je le disais, objectif du jour, une feuille de route, essayer de construire en tout cas cette machine à gestion et à génération de leads qui sera, pour le coup, très attendue par beaucoup de personnes sur l'année à venir. Alors déjà, Carla, pour commencer, l'idée, c'est de voir un petit peu le pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, on va automatiser cette gestion de lead. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à voir, mais c'est surtout ce syndrome, et ça, je l'ai ressenti encore dans des échanges que j'ai eus avec des responsables marketing récemment, ce qu'on appelle du lead qui refroidit. Le lead arrive et puis il ne se passe plus grand-chose derrière. Complètement, oui. Aujourd'hui, on fait face à des personnes qui sont renseignées, qui se posent des questions, qui montrent un intérêt. Elles vont télécharger des documents, des ressources sur nos sites, elles vont faire des demandes de démo, elles vont prendre contact. Bref, il y a une action qui est engageante. Là, le lead, il est chaud, il montre un engagement, il est au sommet de son intérêt et c'est un signal fort dans son parcours de décision. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe après ? Silence radio. Ça, c'est vraiment le syndrome du lead qui refroidit effectivement. La personne, elle télécharge une ressource, puis après, plus rien, on ne revient pas vers elle, elle perd son intérêt et on ne capitalise pas sur le momentum. Et on le sait, les commerciaux, ils sont surchargés, ils n'ont pas le temps de tout traiter. C'est normal parce qu'à ce stade-là, en fait, c'est même pas à eux de prendre encore contact. Tous les leads ne sont pas prêts pour une interaction humaine directe à ce moment-là. L'idée, c'est de pouvoir transmettre aux commerciaux des leads parfaitement chauds, qualifiés pour eux. Là, c'est trop tôt, d'où notre scénario de marketing automation. Et on le voit, cette inaction de notre part, ce manque de réactivité, voire de proactivité, elle coûte cher parce que notre lead des ressources, il en a téléchargé, chez nos concurrents aussi. Donc, on a des opportunités qui sont manquées, on a des équipes commerciales qui sont frustrées parce que ça prend du temps de venir réactiver des leads qui sont tièdes, voire froids pour rétablir un contact avec eux. Ça va aussi faire un cycle de vente qui va s'allonger et donc, du coup, des équipes commerciales qui sont frustrées. En attendant, notre lead, il refroidit, il s'évapore, il sent ignoré et son intérêt, pour nous, il diminue. C'est exactement ça. Oui, vas-y, je t'en prie, vas-y. Oui, complètement. C'est exactement ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, que notre automatisation, elle rentre en jeu.
Et donc, en plus, l'objectif, hein, évidemment, c'est pas de dire on vient remplacer l'humain, on vient juste en fait rendre les choses plus pertinentes. Tu l'as mentionné, le fait d'amener aussi à ces équipes commerciales des prospects qui sont intéressants parce qu'on voit aussi beaucoup d'équipes marketing qui vont générer des centaines de leads en fait sur un livre blanc, sur un webinar, sur un événement. Et puis derrière, pour les commerciaux, c'est pas toujours des leads qui sont qualifiés, qui ont forcément envie tout de suite de travailler avec l'entreprise. Donc cet avantage aussi d'automatiser cette gestion du lead, ça va permettre aussi de faire remonter les leads qui vont être ça intéressants. Et ça fait partie un petit peu des bénéfices hein, que l'on voit à travers en fait cette gestion automatique des leads. Et donc il y a 3 choses qui sont intéressantes: vitesse, personnalisation, efficacité, alignement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Carla? Oui, complètement. Sur la vitesse, en fait, ça va vraiment être la réponse, la rapidité de réponse, parce que ça, c'est un facteur de conversion qui est majeur. L'automatisation, elle a cet avantage, c'est qu'elle permet de garantir une réactivité qui est instantanée. Dès qu'on a une action qui est détectée, on va pouvoir avoir toute une série d'actions qui vont être enclenchées et réalisées par cette automatisation, des séries d'actions que Sébastien nous montrera juste après en démonstration. Donc, ce premier point, c'est la vitesse, cette réactivité. Le deuxième, c'est la personnalisation, mais à grande échelle, parce qu'on sait les messages complètement génériques, ils sont totalement ignorés. Là, le but, en fait, c'est d'avoir une communication qui soit pertinente, qui soit ciblée et qui réponde aux besoins du prospect. Et l'automatisation, elle va permettre ça, parce qu'elle va permettre de segmenter les leads, de mieux cibler et du coup d'adapter sa communication à chaque fois à chaque personne, mais à grande échelle. Le troisième bénéfice, c'est l'alignement justement entre les équipes marketing et commerciales. Qui dit alignement de ces équipes, dit efficacité. Nous, on constate trop souvent, les équipes marketing et commerciales, elles travaillent en silo, elles sont sur des outils différents avec des objectifs différents. Le but, ça va être de réaligner tout le monde sur le même outil, parce que si on imagine un workflow qui va venir automatiser le passage d'un lead, par exemple, en MQL, dès qu'on a un certain score qui a été atteint, le commercial, à ce moment-là, il va recevoir une notification, il va recevoir toutes les informations dont il a besoin avec un résumé des actions du lead, et il va pouvoir avoir une suggestion d'actions que lui-même va pouvoir réaliser. Tu le disais tout à l'heure, Alexandre, le but, c'est pas de venir remplacer l'humain, c'est juste qu'au moins les équipes et les hommes derrière tout ça puissent se concentrer sur ce qui fait vraiment de la valeur ajoutée et sur la construction de la relation. Alors, tout ça, c'est très bien, mais concrètement, aujourd'hui, si je veux mettre en place du coup cette stratégie d'automatisation, c'est quoi un petit peu les piliers? Là, on en affiche 5. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça pour qu'on comprenne bien quels sont les prérequis avant de se lancer dans l'automatisation? Oui, complètement. Là, on en a effectivement détaillé simple. Les premiers, c'est avoir des objectifs clairs et des cibles qui soient claires, en fait. Il faut savoir pourquoi on vient faire ces scénarios de marketing et à qui on va s'adresser et donc dans quel but. Pour ça, il va falloir d'abord définir ses personas. Nos personas, ils vont chacun avoir des objectifs qui leur sont propres. Et ensuite, notre objectif global de scénario de marketing, c'est quoi? Est-ce qu'on va venir attirer ou générer plus de leads? Est-ce qu'on va venir améliorer notre conversion? Est-ce qu'on va venir réduire notre temps de qualification? Tout ça, en fait, ça va faire que notre scénario, son contenu et la manière dont ça va fonctionner, ça ne sera pas pareil en fonction des différents personas qui vont venir s'adresser. Une fois qu'on a défini des objectifs qui sont clairs, ensuite, là, c'est la donnée qui rentre en jeu. Et la donnée, il faut qu'elle soit centralisée, il faut qu'elle soit propre, parce qu'on n'automatise pas le chaos. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA encore plus, le CRM et l'automatisation va se nourrir des données. Donc, si elles sont dispersées, incomplètes, erronées, les automatisations, elles ne vont pas faire de miracle et les personnes vont même perdre confiance dans le système. Donc, il faut absolument que le CRM, ça soit l'unique source de vérité. C'est là où toutes les informations doivent converger. Et si on a des doublons, des mails qui sont invalides, des champs qui sont mal renseignés, forcément, le scoring, la segmentation, ils vont devenir inutiles. Donc, la qualité de la donnée, c'est indispensable. Le troisième pilier, hein, la troisième fondation, une fois qu'on a eu des objectifs clairs et une donnée qui sont claires, c'est un process de vente qui est défini. C'est là où on va avoir un alignement entre les équipes marketing et commerciales. Nous, chez ID Agency, on met un point d'honneur à ce cadrage parce qu'en fait, des process bien cadrés, c'est une automatisation et une implémentation derrière qui seront réussies. Réussies pourquoi? Parce que ça collera aux besoins concrets et quotidiens de nos équipes. Donc là, concrètement, il faut se pencher sur son process de vente, définir les différentes étapes, qu'est-ce qui fait qu'on ait un bon SQL, qu'est-ce qui fait qu'on passe de lead à MQL, etc. etc. Une fois qu'on a fait tout ça, on arrive au moment du scoring.
Donc là, va falloir poser un bon lead scoring. Donc sur quels critères on base notre scoring? On peut avoir des scorings qui sont comportementaux, on peut avoir des critères qui vont être basés plutôt sur les profils. On va pouvoir attribuer carrément des valeurs à certaines actions, mais des valeurs aussi négatives si on souhaite exclure complètement des leads de notre matrice. Et donc c'est là où ça va nous permettre de poser une hiérarchie concrète en fait entre les différentes actions, à quelles actions et à quels critères on accorde plus d'importance pour justement passer en fait ces différentes phases de cycle de vie avec ce scoring. Et enfin, le contenu. Parce que maintenant qu'on a eu ces 4 fondations-là, l'automatisation, elle est rien sans le fond et le contenu et la valeur que ce contenu peut avoir. Et ça, ce contenu, on l'a vu, il va pouvoir être adapté en fonction des cibles à qui on s'adresse et il devra être en accord avec les étapes dans lesquelles se trouve notre lead. Super intéressant. Merci Carla pour ces piliers. Je partage totalement ces points-là. N'hésitez pas encore une fois, hein, si vous avez des questions, si les termes, voilà, on parle de lead scoring, peut-être que pour certains, c'est pas assez clair. On pourra peut-être revenir dessus et Sébastien aussi pour en parler après. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à en parler. MQL, SQL, voilà. Des fois, il y a des petits termes comme ça qui peuvent être peu compris pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude. Donc encore une fois, posez vos questions. On sera ravis d'y répondre. Avant de passer la main à Sébastien, du coup, Carla, peut-être 3 scénarios un peu exemples par lesquels on pourrait commencer avec de la valeur, des choses que l'on met en place chez nos clients. Oui, complètement. Le premier, effectivement, c'est la qualification et lead scoring. On va avoir HubSpot qui va nous permettre d'avoir un lead scoring qui va se mettre à jour continuellement avec des points qui vont être accordés à chaque fois en fonction des critères dont on a parlé juste avant. Et ce score-là va pouvoir engendrer différentes actions, que ça soit justement le passage, la mise à jour de phase de cycle de vie, le transfert à l'équipe commerciale, la création de tâches, l'envoi d'emails, etc., etc. Un deuxième scénario possible et qui est assez classique, c'est le post-téléchargement, hein. On a une ressource qui vient d'être téléchargée, on va avoir un follow-up email qui va être envoyé avec du contenu qui va être ciblé. Quelques jours après, on va pouvoir renvoyer du contenu, inviter à des événements, etc. Et le troisième, auquel on ne pense pas forcément, mais c'est pour aussi venir réactiver des contacts un petit peu plus dormants. Ça va nous permettre de venir réactiver cette base-là, tout en aussi s'assurant qu'on vient nettoyer un petit peu notre base pour potentiellement parfois exclure aussi certaines personnes qui ne sont plus du tout dans notre cible, plus du tout intéressées par notre contenu. Ok, merci beaucoup Carla. Peut-être Sébastien, pour qu'on voit concrètement comment ça se déroule dans une plateforme comme HubSpot, si tu peux nous faire une petite démo. Absolument, avec grand plaisir. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai préparé pour vous, c'est un peu, imaginons, j'ai une entreprise, j'en ai créé une qui est fictive aujourd'hui, je vais l'appeler Altura. Donc, voici une landing page d'ailleurs que j'ai fait avec HubSpot. Et nous avons le fameux formulaire d'où on va commencer cette automatisation. Ce qui va se passer, j'aimerais vous montrer un peu le côté ergonomique de HubSpot. C'est que vous serez en mesure de créer vraiment des scénarios assez facilement. Ce que je vous propose pour se mettre à l'écran, c'est, je vais capturer justement, la soumission de ce formulaire-là. Donc, là, vous avez différentes options, hein, mais vous pouvez très facilement en drag and drop, il n'y a pas de codage, choisir quelle sera l'action qui sera automatisée. Là, en l'occurrence, c'est la soumission de ce formulaire. Donc là, je vais faire suivant et ce qui va se passer, Carla disait tout à l'heure, on ne reçoit pas le même message en fonction de qui on est. Et ça, c'est important chez nous et c'est important de pouvoir les décortiquer rapidement. C'est pour cela que je fais appel à ce qu'on appelle des branches si alors. Vous allez voir ici à gauche, vous avez plusieurs options. Donc, on peut demander à l'IA des actions, on peut envoyer des emails marketing, on peut changer la donnée dans le CRM, ou je peux carrément demander à l'IA de le faire pour moi. Je vous donne un exemple. Là, typiquement, je vais dire créer une branche si alors en fonction du secteur d'activité. OK? Côté entreprise. OK? Donc là, on va le laisser mouliner. HubSpot va lire tout simplement les champs que j'avais inclus sur le formulaire pour pouvoir générer justement cette branche conditionnelle. Là, vous le voyez en temps réel, c'est quand même assez hallucinant. Je n'ai pas à chercher les valeurs. OK, si tu fais partie de l'industrie, tu vas recevoir ce type de contenu, si tu es dans l'agriculture, etc., etc. Et je pense que vous avez compris le principe.
c'est là où on peut commencer à qualifier et envoyer ces automatisations. Donc à gauche, je vais faire un petit peu plus de zoom. L'IA nous permet de soit enrichir la donnée de l'entreprise, on peut envoyer les newsletters à partir de là. Donc on va d'ailleurs le faire tout à l'heure. Donc là, permettez-moi 2 secondes, je fais juste le dézoom. Vous avez une petite option qui dit, bah, je peux envoyer un email marketing. Les industriels ne vont pas recevoir le même mail que ceux qui sont dans l'agriculture par exemple. Donc là, je choisis mon mail. Soit je peux choisir un newsletter qui est déjà créé dans HubSpot, soit j'en peux créer un nouveau. Et Carla disait tout à l'heure, c'est pas de remplacer, on va dire, l'humain là-dessus, mais pouvoir d'être l'IA, d'être à l'aide de cette productivité-là. Donc là, je suis dans l'outil de mail marketing. Je peux générer un email avec l'IA. Et donc là, je fais un petit peu plus de zoom. HubSpot vous demande très simplement bah, quel est votre objectif, quel est l'objectif en fait, de cette newsletter, à qui on s'adresse. On parlait d'industriel tout à l'heure, donc il y a une audience cible, et quel est le message principal. Très honnêtement, bah, c'est très rapide à faire. Donc là, pour moi, c'est les inviter à un webinaire le prochain 23 octobre, 23 novembre, pardon. C'est déjà passé octobre. Je m'adresse, bah, aux dirigeants, PME, ETI, B2B, SaaS et bah, le message principal, on mettra un message par rapport à Altura. Vous pouvez évidemment rajouter des fichiers, donc tout fichier que vous aurez en support évidemment de votre campagne, vous pouvez le rajouter et pour cela, vous pourrez très choisir vos modèles recommandés, quel est le template qui vous plaît pour pouvoir générer le mail. Un peu comme les cours de cuisine, pour aller un petit peu plus vite, j'ai déjà généré le mail. Voici l'un des résultats que vous pouvez créer grâce à l'IA. Donc là, il a juste lu ce que j'avais par rapport à Altura. On peut voir qu'il y a une invitation au webinaire et on a du coup, bah, on va dire toute l'information par rapport à la participation à ce webinaire. C'est pas fini, je trouve. Il y a, l'aspect de ultra personnalisation où on parlait de modules intelligents. Donc il y a des règles intelligentes qui me permettent de dire: «Bah, tiens, du fait que je connais les soumissions, bah, je peux savoir qui vient du monde industriel et qui vient du monde de l'agriculture». D'accord? Donc là, on peut créer ce qu'on appelle des segmentations chez nous. Et pourquoi je vous montre cela? Je vous montre cela parce que là, si on va voir ma collègue Camille Dumont, par exemple, elle, elle a soumis son formulaire. Elle fait partie de cette industrie des industriels. Si je fais un preview en temps réel, c'est pour vous montrer un peu la puissance du truc. Donc, si je fais Camille Dumont ou Dupont, on va vérifier. C'est Camille Dumont. Voilà. Là, je retrouve évidemment des images, des CTA, le texte, tout sera bien adapté justement à cette typologie de cible. Et donc, à partir de là, vous pourrez faire des workflows beaucoup plus poussés où, je vous montre, quelques exemples ici d'ailleurs, comme ça vous le voyez. Vous pouvez jouer avec le score. Carla disait tout à l'heure, bah, en fonction du comportement et de ce que je vais faire avec ce formulaire et ces mails, je pourrais attribuer des points. Ça, c'est hyper important parce que chaque business a un peu sa règle de scoring en fonction des visites web, en fonction des participations à un webinaire, si j'ai posé une question ou si j'ai répondu à un sondage, en fonction des interactions email. Et donc, tout cela va se regrouper sous façon de score, soit dans le contact ou de score au niveau de l'entreprise. Donc, c'est hyper important de pouvoir analyser justement le comportement de ce score au fil du temps. D'accord? Donc, c'est grâce à cette réactivation, ces campagnes marketing que je pourrais générer des règles de score. Et donc là, pour aller un petit peu plus loin, donc OK, on a envoyé des mails. Par contre, il faudra faire ce qu'on appelle de l'attribution. Donc grâce à HubSpot, vous pouvez tout simplement transférer cette fiche à quelqu'un qui soit dans une équipe ou à un individuel. Donc là, vous pouvez choisir soit des utilisateurs spécifiques ou bien des équipes, rajouter des tâches de rappel. Donc ici, j'ai un nouveau formulaire, il faut faire une tâche de suivi, ça va être mappé au responsable du contact et on parlait de degré d'engagement ou de lead dormant. Typiquement, si j'interagis avec cette newsletter, vous allez voir, j'ai fait une deuxième branche alors qui me permet de voir quel est l'engagement qu'il y a eu sur la newsletter. Est-ce qu'il a juste ouvert le mail et rien fait de plus? Ou alors est-ce qu'il a ouvert le mail et cliqué sur un CTA? Ou alors est-ce qu'il a carrément, par exemple, répondu au mail? Et ça, c'est important pour nous, les marketeurs, marketeuses, parce que en fonction du chemin qu'il va prendre,
je pourrais décider quel va être l'avenir, justement, le suivi marketing de ce contact-là. Je vous donne un exemple. Un CTA cliqué, ça montre un degré d'intention. C'est important pour moi de le capturer. Donc là, je peux dire, bah, tiens, si je sais que tu vas dans la branche où tu as cliqué dans le call to action, s'il te plaît, Alexandre, appelle-le parce que pour le coup, il a exprimé un intérêt. Par contre, s'il a ouvert le mail, mais il n'a pas passé à l'action, je pourrais continuer le nurturing tout en restant sur un domaine de l'industriel. Pourquoi je vous montre tout cela? Parce que la finalité de ça, c'est de pouvoir analyser le funnel de bout en bout. L'intérêt de tout ça, c'est de dire quel est le parcours en marketing qui se comporte le mieux étape par étape. Donc, c'est ce qu'on appelle des parcours clients, des funnels, des entonnoirs et justement d'analyser où est le drop en fait. Où est-ce que je peux m'améliorer? Où est-ce que je perds le plus de leads et pourquoi? Comment je pourrais améliorer ce parcours? Donc ici, HubSpot, ça vous donne un peu un état des lieux où on peut analyser les parcours marketing et voir quelles sont les campagnes qui ont eu le plus d'influence. Est-ce qu'on aura obtenu plus d'influence grâce à du référencement ou à des newsletters? Comprendre vraiment quel est le poids de cette source marketing. Voilà, voilà un peu en top chrono sur la description de HubSpot. Je te rends la main hein, là-dessus pour le coup. C'est superbe. Merci beaucoup, Sébastien. C'était hyper clair et très pertinent de voir concrètement en fait comment mettre tout ça en place. Alors attends, je vais te Ouais, quitter merci. l'écran. Voilà, fermer la fenêtre. Voilà, c'était comme ça. C'est vraiment top. Si jamais, encore une fois, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement. Ce qu'on voit globalement aussi, Carla, peut-être avec nos clients, ces fondations dont tu as évoqué, tous ces sujets d'automatisation. Là, on a fait un parcours assez classique, mais aujourd'hui, cette automatisation dans l'alignement, par exemple, marketing sales, il est clé. On le mentionnait, Sébastien l'a montré, les enjeux de scoring, les phases de cycle de vie, voilà, toutes ces choses-là, encore une fois, permettent de pouvoir aligner encore mieux ces équipes marketing et commerciales. Oui, oui, complètement et c'est vraiment ça, en fait, c'est que ce travail, en fait, qui est à mener de manière commune parce qu'on l'a vu, les équipes travaillent en silo, pas sur les mêmes outils, avec des objectifs différents. C'est vraiment ça qui va être le pont, indispensable pour aligner justement les objectifs et c'est parce que le marketing va pouvoir transmettre des leads au bon moment aux commerciaux, que les commerciaux vont pouvoir faire des retours aussi en disant: «Bah oui, effectivement, ce lead-là, il était très qualifié. Celui-là, en fait, c'est peut-être encore un petit peu trop en amont que tu me l'as envoyé» et en fait, on va pouvoir ajuster ça petit à petit parce que le but ultime, c'est juste transmettre les bons leads au bon moment aux bonnes personnes. Exactement. On a une très bonne question de Camille, peut-être pour toi, Sébastien. Peut-être dans ton exemple, effectivement, on peut savoir si le client a converti à cet email après avoir été attribué à la team sales, par exemple. Donc ça, dans les analytics, effectivement, dans les reporting, on voit les points de conversion. Donc on sait en fait en amont, dans le parcours et dans la fiche du contact, quel a été tout ce parcours. C'est ça, et pour derrière permettre de voir l'impact. Absolument, il y a diverses façons de le voir, Alexandre. Donc là, typiquement, on peut voir, tout à l'heure, je montrais des étapes, hein, d'accord? Donc, dans HubSpot, nous avons une fonctionnalité qui te permet de voir le pourcentage de conversion des gens qui sont allés dans la branche A, la branche B, la branche C. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut définir des objectifs. Donc, un workflow peut avoir un objectif et je peux avoir le taux de pourcentage d'obtention, justement, combien de gens sont arrivés jusqu'au bout de ce que je souhaitais dans ce workflow. Donc, évidemment, on pourra exploiter des listes de segmentation de dynamique par rapport à ces objectifs de workflow, en effet. Voilà, et après, on peut totalement monter des rapports et des dashboards pour suivre tout ça. HubSpot permet justement, c'est tout l'intérêt de pouvoir unifier la donnée entre les équipes marketing et commerciales et de pouvoir suivre tout ce parcours-là à travers nos dashboards. Valérie nous pose une autre question aussi que je trouve intéressant. Vos recos en termes de format d'email pour des scénarios de scoring nurturing, plutôt email marketé ou plutôt one-to-one. Si vous voulez y répondre, moi j'ai ma petite idée aussi là-dessus, mais allez-y si un de vous deux veut y répondre. Oui, je peux commencer, je te laisserai compléter, Sébastien. Là, en fait, on commence à toucher deux types d'automatisation différentes entre les emails marketés, donc les emails un peu plus de masse, mais qu'on vient personnaliser. On l'a vu avec le Smart Content de Sébastien. Là, ça va vraiment être des emails marketing. Les emails one-one, en fait, vont plus toucher à ce qui s'apparente à des séquences qui, là, sont vraiment de la prospection sortante qui vont tourner à la place des commerciaux
avec la même logique que les workflows et avec pas mal de conditions qu'on va pouvoir mettre. Mais du coup, les emails one-one vont vraiment être des séquences qu'on va pouvoir envoyer pour de la prospection sortante, alors que là, on parle vraiment d'email marketing, donc de masse. Tout à fait. Et c'est vrai que si je peux amener ma petite contribution, puisque je fais beaucoup de marketing auto avec HubSpot, évidemment, au quotidien, à travers nos contenus qu'on diffuse. Euh, Dans le format, il est vrai que parfois recevoir des emails très bien designés, marketés, etc., peut donner un peu le sentiment publicitaire, entre guillemets, de l'information. Euh, et il m'est arrivé de faire des emails parfois très bruts, tu vois, car là, automatiser, c'est des emails marketing, mais je les fais de manière très brute, tu vois, sans bannière, voilà. Ça permet, je trouve, d'avoir aussi peut-être des fois un échange plus individualisé encore, le sentiment en fait de recevoir aussi un email d'une personne qui pourrait être écrit de manière lambda. Donc, moi, j'essaie souvent de mixer les deux. D'abord, dans un premier temps, quand je suis plutôt sur des choses plus générales, sur des enjeux plutôt de découverte, des parcours vraiment très haut de funnel, des choses de marketing. Et puis, plus on descend et plus je vais identifier des gens intéressants parce qu'ils ont beaucoup interagi, mais pas encore pris contact, par exemple, avec nous, de peut-être finir avec un email qui, pour le coup, a un format très brut, très texte, mais qui amène ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, mais voilà, c'est un peu comme ça que Absolument. je fonctionne moi. Absolument, je pense d'un point de vue technique, juste à garder en tête, le mail marketing est conçu pour avoir des éléments qui sont quand même assez costauds en termes de design. Donc, Oui. vous pouvez contrôler, les colonnes, avoir des multiples éléments, des call to actions, des images, du rich text, alors que si vous pensez à un mail one to one, c'est plutôt un mail commercial. On Mm. n'a que du texte en brut. Il Mm. faut garder un peu l'esprit aussi d'un peu comment il est conçu en fait, le mail Voilà, aussi. c'est pour ça qu'encore une fois, je disais, moi, très haut de funnel, tout le parcours de découverte, voilà, de considération email marketing. Et puis, dès qu'on arrive sur quelque chose de plus commercial, là, je vais venir sur du mail brut qui peut avoir en fait un effet, pour le coup, plus incitatif, en tout cas pour l'action, on va dire, par exemple, de prise de rendez-vous. Je vois que Fabien peut-être est en train de nous poser une question pour terminer. En tout cas, voilà, c'était l'objectif hein, de ce webinaire a été de pouvoir vous donner les bases, d'avoir vraiment les éléments de pourquoi et comment le mettre en place, et puis avec l'exemple de Sébastien. Si vous avez envie de creuser hein, ces sujets-là et envie d'avoir en fait eh bien, des démos personnalisées pour votre business, n'hésitez surtout pas à le faire. Fabien nous pose une bonne question, effectivement. Est-ce que HubSpot peut détecter les ouvertures auto par les messageries? Effectivement, ça, c'est un enjeu actuellement, hein. La messagerie emailing a beaucoup évolué ces dernières années. Sébastien, peut-être tu as une réponse là-dessus? Oui, on peut le décortiquer un petit peu. Donc, c'est vrai, il y a eu des updates côté iOS, où pour le coup, on peut pas le bypasser, Mm. par rapport à ces mises à jour. Néanmoins, lorsque vous voyez la performance d'un email marketing, vous avez les ouvertures par, type de client. Donc, s'il a ouvert ça depuis un Firefox, ou un Gmail, une tablette et cetera, et surtout les ouvertures de bots. Pas tous les fournisseurs email le font, HubSpot le fait, donc il y a une distinction, une vraie, de quelles sont les ouvertures humaines versus les ouvertures, bots aussi, donc à prendre en compte. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'on peut aussi évoquer dans l'emailing, il y a tous les sujets de délivrabilité aussi qui sont venus apporter des choses plus complexes. Mais ce qui est intéressant avec HubSpot, c'est qu'on a des rapports en tout cas et des données vraiment très intéressantes qui nous permettent de mesurer à la fois si on a une bonne délivrabilité, où atterrissent nos emails, le spam, etc. De pouvoir travailler sur des éléments d'amélioration de nos campagnes. Parce que tout l'enjeu aujourd'hui, en 2025, c'est de pouvoir vraiment réussir à faire eh bien, arriver nos emails dans les bonnes boîtes de réception. Camille qui nous pose une dernière question, sujet peut-être vaste, mais on peut être sûr que l'email atterrit dans la boîte principale et non promotion grâce à HubSpot. Alors ça, je pense que c'est des règles aussi d'email, Sébastien peut-être. Oui, absolument, donc il y a tout un enjeu on va dire à faire un bon setup au début, donc pas pour rentrer dans le technique, mais il y a le sujet du DKIM pour bien connecter son domaine d'envoi d'email. Assurer qu'on ait pu, obtenir tout le consentement la gestion des opt-in et des opt-out, les divers abonnements. Donc, on a plusieurs abonnements dans HubSpot pour justement assurer que ça provienne d'une adresse connue, tout simplement. En fait, la finalité, c'est ça, c'est est-ce que je connais, la personne qui m'envoie le mail? Donc, il y a des certifications sur l'academyhubspot.com qui vont tacler que ça, donc la délivrabilité des emails et le bon setup. Donc, je vous invite à consulter aussi.
Ok, super. Voilà, très bien. Merci Camille en tout cas pour la question. C'est vrai que, encore une fois, tous ces sujets-là ont beaucoup évolué ces dernières années et sont parfois un peu complexes. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes. On a l'habitude, en tout cas, d'accompagner les entreprises sur ces points-là. Bah voilà, 30 minutes, ça passe super vite, hein, Carla et Sébastien. J'ai vraiment apprécié notre échange. C'était très concret. On a essayé voilà, d'aller directement droit au but. Donc, j'espère que ça a plu à tout le monde. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous ai mis notre page contact. Vous pouvez avoir un échange avec nos équipes pour comprendre un petit peu plus en détail en fait tous ces sujets-là. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais qui vont vraiment faire gagner du temps, aligner encore mieux les équipes marketing commerciales. C'est un enjeu très fort pour avoir de l'impact en 2026. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. On peut totalement vous amener du conseil aussi dans nos échanges. Donc voilà, ça c'est un point important. Merci Sébastien, merci Carla. C'était vraiment très cool. Et bah, tous les autres, je vous donne rendez-vous dans 5 petites minutes. Pour la suite, on va parler de data. Évidemment, ça va être très lié aussi, l'enrichissement de la data aujourd'hui, qui est un sujet majeur. Donc voilà, je serai ravi de vous retrouver juste après sur la prochaine session. Merci Carla, merci Sébastien, à bientôt. Merci à Au tous. revoir. Bonne journée. Bye bye. Bientôt.